Bonjour à tous, merci de nous suivre ce 13 juin sur RTI 1. Les titres de ce 13h. Le président Alassane Ouattara était hier à l'ouverture de la conférence G20 Afrique à Berlin, en Allemagne. En marge de la rencontre, la Côte d'Ivoire et le groupe allemand Siemens ont signé un mémorandum d'entente. 100 conteneurs de bois de 150 millions de francs CFA saisis par le ministère des Eaux et Forêts. Ce bois allait être exporté vers l'étranger par 2 entreprises internationales. Elles s'étaient pourtant engagées à le transformer localement. En Russie, Vladimir Poutine a fait arrêter plus de 1500 opposants hier lundi en marge de nouvelles manifestations contre le pouvoir et contre la corruption. Parmi eux, l'opposant numéro 1, Alexei Navalny, condamné à 30 jours de prison. Bienvenue dans le 13h. La Côte d'Ivoire et le groupe allemand Siemens ont signé hier à Berlin un mémorandum d'entente en marge de la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Il s'agit d'un apport technico-financier dans le cadre d'investissements incitatifs. La conférence sur le partenariat G20 Afrique en Allemagne, le président ivoirien y a pris part hier lundi. Le président Alassane Ouattara a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le thème retenu cette année, partenariat G20 Afrique, construire un avenir commun. Awa Touré. Vers la mise en œuvre d'un plan Marshall avec l'Afrique. C'est en tout cas l'ambition de la présidence allemande du G20 qui entend construire un avenir commun avec l'Afrique. Il s'agit à travers l'initiative Compact with Africa de promouvoir les investissements privés et coordonner les initiatives du G20, celles des organisations internationales et des pays africains. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, initiatrice du concept Compact with Africa, cette conférence internationale sur le partenariat G20 Afrique marque le début d'une coopération fructueuse. Nous, les pays industrialisés, nous devons nous demander est-ce que nous nous sommes engagés sur la bonne voie avec notre aide au développement classique. Je pense que non, parce que nous nous sommes toujours focalisés sur notre propre développement économique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une initiative qui ne parle pas de l'Afrique, mais avec l'Afrique, dont cette initiative Compact avec l'Afrique, Compact avec Africa. Vous, les pays africains, grâce à votre agenda 2063, vous avez aussi tracé la voie et vous avez dit où le développement devrait aller. 9 pays africains, dont 6 de l'Afrique de l'Ouest, au nombre desquels la Côte d'Ivoire, vont bénéficier de ce programme Compact with Africa. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de la tenue de cette conférence avant de saluer les actions de la chancelière allemande en faveur de l'Afrique. J'adhère pleinement à cette approche innovante qui vise à améliorer les conditions cadres des investissements privés et à inciter les organisations internationales et régionales à conclure en coopération avec des pays africains intéressés et des partenaires bilatéraux des accords pour attirer les investissements privés. J'adhère aussi à l'objectif de mieux coordonner les initiatives du G20 avec celles des organisations internationales et des pays africains. Cependant, dans la mise en œuvre de cette initiative, il serait utile de veiller à ce que les conditionnalités croisées ne constituent pas un frein. Le Compact Africa devrait principalement couvrir les projets d'infrastructure, de transport et d'énergie dont l'Afrique a tant besoin. En ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, nous avons bien évidemment des projets nationaux portuaires, aéroportuaires, construction de logements sociaux, aménagement de zones industrielles, mais il faut surtout, et nous croyons en l'intégration, des projets régionaux structurants, tels que les corridors autoroutiers et les chemins de fer sous-régionaux. Vous savez, c'est ce qui a fait le démarrage de l'Europe et nous devons nous en inspirer au niveau du continent africain. En effet, comme les pays émergents les plus performants l'ont fait, la Côte d'Ivoire, dans sa marche vers l'émergence, a placé au cœur de sa stratégie le secteur privé comme le moteur de la croissance économique. Afin que les objectifs visés par tous soient atteints,
Il importe donc de tenir compte des réalités et des spécificités de chaque pays dans l'allocation des ressources du Compact Africa vers le continent. Mon pays est fier de sa tradition de solidarité et estime que si des fonds conséquents sont alloués, cela aura un impact significatif qui contribuera à la réduction du flux migratoire vers l'Europe. Le G20, qui endosse ainsi cette initiative allemande, va désormais apporter son soutien à des accords d'investissement conclus entre les pays africains, les organisations internationales et ce groupe des 20 pays les plus industrialisés et émergents. En marge de cette conférence internationale, la Côte d'Ivoire et le groupe allemand Siemens ont signé un mémorandum d'entente. Il s'agit principalement d'un apport technico-financier et ce dans le cadre d'investissements incitatifs. Avant de se rendre en Allemagne, le président Alassane Ouattara a rencontré à l'Élysée le nouveau président français. Il est le premier chef d'État africain reçu par Emmanuel Macron. Le président français a salué la dynamique économique de la Côte d'Ivoire. Il a réitéré le soutien de son pays au processus de développement ivoirien. Abiba Dombele Saoui. Chaude poignée de main entre les présidents français et ivoiriens sur le perron de l'Élysée, comme pour montrer que les deux dirigeants, issus du monde de la finance, sont en phase. Et dire qu'ils n'en sont pourtant qu'à leur première rencontre officielle. Après les échanges de civilités, place à l'entretien entre les deux chefs d'État et leurs délégations respectives. Moment où sera passé en revue tous les sujets de coopération bilatérale. Le nouveau président français se dit impressionné du dynamisme économique d'un pays à peine sorti de crise. Un dynamisme qu'il promet d'appuyer le long de son mandat. Je suis très heureux en tout cas d'avoir accueilli cet après-midi le président Ouattara, qui est le premier chef d'État africain que j'ai la joie d'accueillir ici à l'Élysée. Et c'est un signal fort d'ailleurs de notre attachement à la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui et qui reste et qui restera un partenaire essentiel pour la France. Et j'aurai à cœur, tout au long de mon mandat, non seulement d'entretenir, mais d'aller plus loin dans les relations qui sont les nôtres. Je sais l'histoire de nos pays, les épisodes difficiles qu'il y a pu y avoir, les périodes aussi difficiles que la Côte d'Ivoire a traversées, mais également la renaissance et le rayonnement qui est aujourd'hui le sien. Après quelques difficultés, le fait que l'économie ivoirienne est une des plus dynamiques aujourd'hui et des plus diversifiées d'Afrique, avec une croissance d'un peu plus de 7% en 2016, une économie qui est aussi au-dessus du taux de croissance moyen de l'Afrique subsaharienne. J'ai pu féliciter d'ailleurs le président des récentes émissions, le Premier ministre et le gouvernement à ses côtés, qui ont été faites par la Côte d'Ivoire et qui ont non seulement affiché des taux qui étaient plus faibles que les taux attendus et une sursouscription dans plusieurs devises. Ce qui montre bien là aussi que la communauté internationale perçoit ce dynamisme ivoirien. La France accompagnera cette transformation, cette modernisation économique. Nous restons aujourd'hui le premier partenaire bilatéral en faveur de la Côte d'Ivoire et nous souhaitons non seulement consolider, mais bien évidemment renforcer ce rôle. Lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique, deux autres sujets au cœur de cette rencontre de haut niveau. Là encore, Emmanuel Macron assure que le soutien de la France ne fera pas défaut à son partenaire ivoirien. Nous avons un défi qui est la lutte contre le terrorisme et la sécurité de nos pays et de la région. Et à ce titre, nous renforcerons dans les prochaines semaines et les prochains mois, de manière très concrète, nos partenariats en matière de coopération militaire, de renseignement, de formation militaire. Et je considère aussi que nous devons donner une composante préventive à travers une coopération plus forte en matière éducative. Et là-dessus, nous prendrons des mesures très concrètes. Le deuxième défi qui est le nôtre, c'est le défi climatique. Nous l'avons évoqué. Je remercie le président d'ailleurs à la fois d'avoir réaffirmé son engagement fort pour l'accord de Paris, mais d'avoir aussi réaffirmé les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce cadre. Nous devons ensemble décider de mesures et de projets concrets qui vont en ce sens. Projets de transport urbain, projets d'assainissement de l'eau, projets d'innovation qui permettent d'accompagner ces transformations, en particulier de l'économie ivoirienne, et qui, de manière concrète, accompagnent un engagement
diplomatique avec une transformation économique et sociale. Et donc la France accompagnera tout particulièrement ces projets et souhaite participer à ces derniers dans le cadre de la transformation de l'économie de la société ivoirienne. Nous saluons votre position et vos déclarations sur l'accord de Paris. Nous considérons que le climat est un domaine essentiel pour les pays africains et par conséquent, nous avons ratifié l'accord de Paris et les instruments ont déjà été déposés aux Nations Unies et nous voulons vous encourager à garder ce leadership dans le monde pour améliorer la situation donc, de l'ensemble de la planète. Nous avons évoqué également les questions sécuritaires, mais également régionales. Je voudrais vous féliciter pour le voyage que vous avez effectué au Mali, à Gao. C'était un moment important de donner de l'assurance et l'espoir aux populations, non seulement du Mali, mais de l'ensemble de la sous-région, car la lutte contre le terrorisme n'est pas limitée à un pays ou à une ville, mais à toute une région et même, je dirais, à la planète entière. Nous sommes d'avis que cette lutte doit être renforcée au niveau international et nous sommes déterminés à jouer la part qui est la nôtre. La Côte d'Ivoire a certes connu des troubles ces derniers mois, mais cela n'altère en rien sa détermination à poursuivre sa marche vers le développement, dira le président Alassane Ouattara à la suite de son homologue français. La Côte d'Ivoire, au cours de ces dernières années, a fait des progrès importants dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. Le pays va bien. Bien évidemment, nous avons, au cours des derniers mois, subi des chocs intérieurs et extérieurs qui rendent la gestion économique plus compliquée. Mais malgré cela, nous pensons pouvoir maintenir un taux de croissance d'environ 7%, comparé à la moyenne de 9% que nous avons connue au cours des 5 dernières années. C'est dire que la gestion macroéconomique et notre volonté de réduire la pauvreté sont effectivement en train de prendre et qu'au cours des prochaines années, la Côte d'Ivoire continuera d'être un modèle de bonne gouvernance, de bonne gestion. Et en cela, je voudrais saluer le rôle des entreprises françaises, le soutien du gouvernement français et dire que pour le moyen terme, nous souhaitons mettre l'accent sur notamment les questions d'investissement dans les énergies renouvelables, la question de l'éducation, l'assainissement et faire en sorte que l'environnement soit meilleur pour nos concitoyens au niveau donc de la sous-région ouest-africaine. Je voudrais vous remercier pour le soutien que nous avons eu de la France pour pouvoir accéder au Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire sera à compter du 1er janvier 2018 membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un pas important. Cela fait un quart de siècle que nous n'avions pas eu la possibilité de siéger au Conseil à cause des difficultés que mon pays a connues. Et donc nous considérons que c'est une évolution importante pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Nous tenons beaucoup à notre coopération avec la France et je voudrais saluer votre engagement à nous aider à démarrer très rapidement le métro d'Abidjan. C'est un projet important dans le domaine social. Abidjan est une ville de 5 millions d'habitants, mais également dans le domaine donc, environnemental. En somme, cette première rencontre entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron aura été un ferment de plus à la consolidation des relations ivoiro-françaises. Prochain rendez-vous entre les deux hommes, le 2 juillet prochain à Bamako pour le sommet du G5 Sahel, avant la venue fin novembre à Abidjan du président français pour le sommet Union européenne-Afrique. Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce mardi 13 juin. C'est une maladie suscitée par un défaut de production de la mélanine, la substance qui donne sa couleur à la peau. Elle est souvent mal comprise, notamment en Afrique, où les personnes atteintes d'albinisme sont pourchassées et même tuées pour des pouvoirs mystiques qui leur sont attribués.
Deuxième jour de composition pour les candidats au BEPC 2017. Ils sont 377 725 candidats repartis sur l'ensemble du territoire national. Nous vous proposons en images cette deuxième journée de composition dans différentes villes du pays. C'est Etrokro, localité située à 50 km de Daoukro, qui a accueilli le lancement officiel des examens du BEPC de la région de Lifou. Ce sont au total 6 768 candidats repartis sur 12 centres qui prennent part à cet examen. Aux élèves, le directeur régional de l'éducation nationale, Chantal Tareg, a souhaité une bonne chance et a rappelé que c'est au bout de la souffrance que se trouve la récompense. Les autorités de la ville ont exprimé leur gratitude au ministre de l'Éducation nationale pour avoir érigé Etrokro en centre annexe d'examen, ce qui abrège la souffrance des enfants qui auparavant parcouraient des kilomètres pour prendre part à cet examen. Après Etrokro, la délégation conduite par Chantal Tareg a pris la direction de Ouélé pour rendre visite aux candidats et examinateurs des 2 centres de composition. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle se déroulent dans le calme dans les différents centres d'examen d'Issia. Au lycée municipal, où les premières épreuves de la journée ont été lancées, 773 candidats composent dans 21 salles en raison de 35 candidats par salle. L'ambiance était plutôt calme avec la présence de tous les examinateurs ainsi que des élèves qui planchaient sur la première épreuve, à savoir la composition française. J'ai choisi le deuxième sujet. On parle de la démocratie dans le monde entier. Je comprends mieux le test, c'est pour cela que je l'ai choisi. J'ai choisi le premier sujet qui nous parle de la forêt. Je comprends mieux le sujet. Pour se faire une idée nette du déroulement des épreuves dans le département d'Issia, Eounou Kakou Jean-Baptiste, directeur départemental de l'éducation nationale, s'est rendu à Saïwa pour visiter certains centres qu'il a sous sa responsabilité. Au lycée moderne de Saïwa, les salles sont pourvues de surveillants et l'atmosphère est à la concentration. Les chefs de centre affichaient un sentiment de sérénité et de confiance. Le plus gros fléau contre lequel nous devons nous battre tous, vous et nous, la tricherie. Donc il faut se concentrer. Ne cherchez pas à vous disperser, à vouloir chercher, vous savez le nom des supporters. Il faut éviter ça. C'est compris? Ce sont au total 5 899 candidats répartis dans 10 centres qui affrontent cet examen du BEPC dans le département d'Issia. Les épreuves écrites prendront fin vendredi prochain. Quant aux résultats, ils sont attendus pour le lundi 24 juillet. Le conseil municipal de Zionoula met à la disposition du village de Drikwaifla un bâtiment flambant neuf de 3 salles de classe d'une valeur totale de 26 millions de nos francs. Là-bas, les enfants étudiaient précédemment sous des paillotes et des apatames. Abou Sanogo. Drikwaifla 2, village d'environ 2000 âmes, situé à 2 km de la sous-préfecture de Zionoula. Ces paillotes et apatames servant d'école primaire publique ne seront qu'un mauvais souvenir pour les enfants et le personnel enseignant du village. Leurs cris de détresse, relayés par l'autorité municipale de Zionoula, ont eu un écho favorable auprès d'une entreprise immobilière et de certaines bonnes volontés. Le développement n'a pas de coloration politique partout où nous sommes. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour porter notre contribution pour que nos jeunes frères puissent avoir un cadre idéal, un environnement sain pour, n'est-ce pas, apprendre la connaissance, la technicité, l'expertise, pour que demain, l'émergence dont le président de la République fait cas soit de mise. Vraiment, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Sinon, c'est le remerciement total à l'équipe de la mairie et la société qui vient de nous ouvrir telle classe. Quand on passe dans tous les endroits qu'on ne peut pas en trouver. Bâtiment de 3 classes, flambant neuf. Un bureau administratif. Coût de réalisation 26 millions de francs CFA. Une cérémonie de remise des clés. Occasion pour le maire Yao Clément de traduire toute sa gratitude aux généreux donateurs. L'EPP Drikwaifla 2 est ouverte depuis 2013 et l'école compte 143 élèves. Elle a présenté cette année sa première promotion de 16 élèves à l'examen du CEPE.
En attendant que le nouveau bâtiment soit pourvu en table, bancs et les enseignants en matériel didactique, les heureux bénéficiaires manifestent leur joie. Une manière pour eux d'exprimer leur infinie reconnaissance au colonel Kakoubrou, fils de la région, et Kofi Kakou pour la réalisation de ce projet. La Côte d'Ivoire est à l'école sud-africaine en matière de transport terrestre, aérien et maritime. Le ministre des Transports, Amadou Koné, est à Johannesburg où il a visité l'Agence nationale sud-africaine de gestion des routes. Une mission dans le cadre de la coopération sud-sud afin de tisser des partenariats. Ami Sissoko. Afrique du Sud, Johannesburg, province de Gauteng, l'Agence nationale sud-africaine de gestion des routes. Ici travaillent au quotidien près des milliers de personnes. Elles s'attellent à la gestion des trafics et à la sécurisation des usagers. Se sentent considérées comme une référence en la matière, a reçu le ministre des Transports, Amadou Koné. Une visite pour s'imprégner de son modèle en vue d'un meilleur développement du secteur routier en Côte d'Ivoire. C'est la première étape de son séjour sud-africain destiné au renforcement de la coopération dans le secteur des transports terrestres, aériens et maritimes. Ils ont développé beaucoup d'applications pour réagir donc assez rapidement sur la qualité des routes, sur les incidents sur les routes, sur la sécurité, la formation donc, du personnel, ainsi de suite, pour baisser donc, le nombre d'accidents de la route. Je peux vous dire que leur secret des réussites sur les routes, c'est juste avoir des informations appropriées, arranger les routes avant que ça puisse se détériorer, prendre des décisions formelles et une bonne décision. Sinon, ça coûte plus cher si les routes se détériorisent avant que vous ne puissiez arranger. Ont été abordés au cours des échanges ici la prévention et l'anticipation dans l'entretien des routes, l'utilisation des technologies dans la gestion des circulations et des routes à péage, la sécurité routière et autres. La visite de travail du ministre des Transports Amadou Koné en Afrique du Sud va durer 4 jours. Prochaines étapes, la rencontre avec les responsables de la compagnie South African Airways et les autorités en charge des transports aériens et maritimes. La Société arabe des industries pharmaceutiques tunisiennes a posé la première pierre d'une usine pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Elle va produire localement des médicaments pour le marché ivoirien. Chantal Akanda. Cette maquette préfigure la future usine pharmaceutique du groupe tunisien Société arabe des industries pharmaceutiques, SAIPH. Ce sont 3 hectares de terrain sur le site du Vitib à la zone franche de Grand Bassam qui serviront bientôt à la construction de cette firme. Coût global, 10 milliards de francs CFA. Fruit d'un partenariat ivoiro-tunisien marqué par une signature d'agrément suivi de la pose de la première pierre. Nous bâtissons en fait une ville à partir de zéro. C'est un endroit où l'on travaille, où l'on vit et où l'on s'amuse. C'est un écosystème vraiment assez complet et c'est cet écosystème que nous avons vendu, c'est notre outil marketing par excellence vers des entreprises comme Safe que nous célébrons aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter cette unité pharmaceutique grâce à son rayonnement reconnu et à sa position comme l'un des plus grands hubs de l'Afrique subsaharienne. La première chose que cherche un investisseur, c'est l'environnement pour développer une industrie pérenne. Et cet environnement, à travers différents échanges et à travers différentes consultations, on l'a trouvé à la Vitib. Cette initiative est jugée louable par l'Ordre des pharmaciens. Et cette structure a la particularité d'abord en termes d'investissement, d'être un investissement important. Lorsqu'on parle de 10 milliards, ça traduit une industrie de haut niveau, mais surtout, dans la panoplie de médicaments qui seront fabriqués, je tiens à souligner que c'est vraiment la première structure qui a une ligne de fabrication de médicaments injectables et ça c'est important. La fin des travaux de construction de cette usine est envisagée pour fin 2018. Cette société favorisera la création de plus de 150 emplois pour les Ivoiriens. L'activité principale est la fabrication de divers médicaments dont les produits cardiovasculaires, de diabète, des antidouleurs, des antibiotiques et autres.
100 conteneurs de bois empotés ont été saisis par le ministère des Eaux et Forêts. Cette importante quantité de bois, estimée à plus de 150 millions de francs CFA, devait être exportée vers l'étranger par 2 entreprises internationales. Initialement, ces 2 entreprises et l'État ivoirien s'étaient engagés à exploiter les bois et à les transformer localement. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Une centaine de conteneurs chargés de bois de teck et de mélina en grumes, en plots et en écaris saisis par le service d'investigation du ministère des Eaux et Forêts. Cette importante quantité de bois était destinée à l'exportation. Je suis venu pour encourager ces agents-là, mais en même temps lancer un message, mettre en garde tous les exploitants forestiers qui font des mains et des pieds pour obtenir des agréments, qui prennent des engagements pour respecter la loi et qui, lorsqu'ils obtiennent ces agréments, dévoient, ne respectent plus rien et continuent à piller notre patrimoine forestier. Ces bois étaient donc sur le point d'être exportés sans la réglementation en vigueur. Le préjudice financier est estimé à plus de 150 millions de francs CFA. Nous venons de constater donc cette importante saisie. Donc il faut que l'enquête soit minutieusement menée pour mettre hors d'état de nuire ces fossoyeurs de l'économie ivoirienne. En attendant le résultat des enquêtes en cours pour situer les responsabilités directes et indirectes de cette affaire, les auteurs et tous leurs complices s'exposent à des sanctions pénales de peines prévues par le Code forestier et le Code général des douanes. Première journée socio-culturelle de la jeunesse de Kpebo, c'est à Didiévi. Au programme, une opération grand ménage pour prôner l'assainissement du cadre de vie, le développement et le progrès autour des valeurs d'union et de solidarité. Alain Issoa et Charles Tatou. Rues identifiées et débarrassées de leurs ordures comme dans une ville administrée par un maire. Et pourtant, les entrées et sorties de cette localité nous situent que nous sommes à Kpebo, un village du département de Didiévi. Cette fière allure est le résultat de l'opération Grand Ménage qui a ponctué la journée socio-culturelle de l'association des jeunes de Kpebo. Une initiative pour prôner l'assainissement du cadre de vie, pour le développement et le progrès autour des valeurs d'union et de solidarité. Que tu sois sans travail, que tu sois travailleur, fonctionnaire de tous ordres, que tu sois cadre, Kpebo a besoin de chacun d'entre nous pour que le village retrouve son lustre d'antan. Cet engagement des jeunes de Kpebo est soutenu par les cadres du village et les élus de Didiévi. Dans un premier temps, Essieon, c'était le mot d'ordre de notre slogan de départ. Et aujourd'hui, c'est Ebotikou. Ebotikou, ça veut dire que nous sommes d'accord. Étant donné qu'ils ont fait déjà les premiers pas, en organisant une telle cérémonie. Ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui prêts à aller partout pour rencontrer les aînés, pour les mettre ensemble. Pour le développement de Kpebo, jeunes, cadres et élus sont unanimes pour marcher sur les traces des pionniers comme Feu Soundele Kona. Ils lui ont rendu un hommage par ce dépôt de gerbes de fleurs. Le ministère des Sports et Loisirs lance la réflexion sur le financement du sport en Côte d'Ivoire. Experts, secteur privé et ministères techniques sont associés afin de trouver des solutions adéquates pour les sportifs et pour leurs fédérations. Sébastien Moignan. En Côte d'Ivoire, le financement du sport repose essentiellement sur l'État. C'est lui qui prend en charge les frais liés aux compétitions internationales, la construction des infrastructures sportives et à l'octroi de subventions aux fédérations sportives pour le développement de leurs activités. C'est pourquoi, selon le coordonnateur général de ce projet, Moumouni Silla, ce séminaire de Grand Bassam constitue un cadre d'échange afin de trouver des solutions adéquates au profil des fédérations sportives et aux sportifs. Il s'agira donc de dégager les meilleures stratégies au niveau du financement du sport en Côte d'Ivoire. Comment trouver l'argent pour faire face aux besoins des fédérations sportives? Car l'État fait des efforts, mais insuffisants. Les besoins du mouvement sportif sont de plus en plus nombreux, alors que les ressources de l'État mises à la disposition du sport stagnent. Il apparaît donc nécessaire
voire indispensable d'explorer d'autres voies et d'élaborer de nouvelles stratégies de financement complémentaires en vue de la mise en œuvre de la politique nationale des sports 2016-2020. Le secteur privé, les partenaires au développement ou même certains mécanismes de financement ont été sollicités pour apporter leur expertise afin de mobiliser les moyens pour le développement du sport en Côte d'Ivoire. En Russie, le président Vladimir Poutine a fait arrêter plus de 1500 opposants hier lundi à travers tout le pays. Cela en marge de nouvelles manifestations contre le pouvoir et contre la corruption. Parmi eux, l'opposant numéro 1, Alexei Navalny, condamné à 30 jours de prison, la peine maximale encourue. Il a été reconnu coupable d'avoir appelé à des rassemblements non autorisés par les autorités. Bruxelles et Washington appellent à libérer sans délai les opposants arrêtés. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bonne journée à tous.